Bien, merci pour cette invitation qui m'honore. Difficile de suivre Chantal. Donc, j'ai été invité pour parler de numérique et durabilité. Le terme durabilité, c'est pas véritablement ma spécialité. Je fais plutôt partie des geeks qui aiment le numérique et qui n'ont pas toujours la bonne conscience de ce que durabilité implique, mais ça m'a obligé de préparer une présentation où j'étais un peu dans l'inconfort et j'ai proposé de mettre en balance d'un côté le carbone et de l'autre côté le silicium et d'insister sur la durabilité du carbone, qui est la base de la vie sur la Terre depuis très longtemps. Donc, on peut raisonnablement dire que le carbone, c'est assez durable, et du silicium, qui est devenu un élément critique de l'humanité. À propos, il n'y a pas les hommes, les humains, c'est les hommes et les femmes, les humaines et les humains. Ça. Voilà, mon équipe, j'ai beaucoup de conflits d'intérêts et je leur dois tout. La plupart des slides qui ne sont pas complètement nouvelles, mais vous les reconnaîtrez, c'est juste des snapshots, je les ai piqués. Alors, je vous ai illustré ici quelque chose qu'on connaît tous, qui est le tableau périodique des éléments, et je vous montre le calcium et le silicium, qui sont très proches l'un de l'autre visuellement. Et dans un monde de l'intelligence artificielle qui transforme le texte en spatialisation, on pourrait croire qu'ils sont similaires, mais pas du tout. Ils appartiennent à des familles radicalement différentes, un peu comme la distance des mots et le sens des mots. Un proxy confortable est faux. Et je vous ai mis ici un tableau, je ne vais pas passer à travers tous les éléments du tableau, mais pour montrer qu'il y a quand même des différences importantes entre le carbone et le silicium, mais notamment, ce qui est le plus important, c'est la capacité du carbone à produire de longues chaînes de polymères qui sont stables et qui sont la base de la vie sur la Terre et de l'évolution, comme l'ADN, l'ARN et les grandes chaînes qui permettent de produire des protéines comme, toutes celles qui sont, beaucoup de celles qui sont importantes dans notre corps. Contrairement au silicium, qui n'est pas capable de produire de longues chaînes ou qui produit des chaînes longues très instables. Voilà. Donc, le carbone et le silicium, c'est très différent. Une caractéristique aussi du carbone, c'est sa réactivité avec l'oxygène, sa capacité à subir de nombreuses transformations liées à l'oxygène pour produire des produits qui sont réutilisables, comme le CO et le CO2, même si on en produit trop et qu'il nous agace aujourd'hui, c'est en fait dans un cycle de reproduction de l'oxygène et du carbone, et de produire de l'énergie dans ces transformations, ou d'en consommer d'ailleurs. Voilà. En résumé, vous avez ici les 3 points que j'ai retenus. Il y en a des listes et des listes de différences. Et je pense que aussi un élément qui est très important, c'est que la Terre, les conditions de la Terre, des températures, de pression, de présence d'eau, de présence d'autres gaz et d'autres comburants et carburants, favorisent la chimie du carbone plutôt que celle du silicium. Et donc, très vraisemblablement que le silicium ne va pas remplacer le carbone pour ceux qui éventuellement auraient peur de ça. Voilà. Alors sur l'énergie, le cerveau humain consomme entre 6 et 20 watts. Alors ça dépend un tout petit peu de ce qu'on mesure comme consommation par rapport au cerveau. On va dire que si on prend l'activité totale d'un cerveau qui est actif, qui fonctionne bien, il arrive à peu près à 20 watts. Si on prend que la matière grise, on s'approche plutôt des 6 watts. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes au fonctionnement du cerveau, notamment dans sa capacité à interagir avec le monde, etc., etc. Disons entre 6 et 20 watts, selon qu'on se contente de la matière grise ou qu'on prenne la totalité du cerveau. Et puis je vous ai mis ici, sur cette échelle,
quelques éléments de consommation d'énergie d'autres cerveaux, comme celui de la souris, mais aussi d'un laptop ou de super ordinateurs et de choses comme ça, où on a des consommations qui sont très nettement plus élevées. Et puis ici, j'ai pris un article qui a été publié dans Joule, qui est un des articles de Cell Press, dans lequel il compare la consommation d'énergie d'une recherche sur Google, de GPT et de différents outils, ou d'un Google Search qui est alimenté par l'IA. Et vous voyez qu'en gros, on multiplie d'un facteur 10 la consommation d'électricité, disons la consommation en watts euh, par heure de ces systèmes. Et puis, je vous ai mis encore d'autres slides qui montrent qu'on a aujourd'hui une vraie prise de conscience d'un problème qui est sérieux, de ce mur de l'énergie pour l'IA. Vous avez ici l'Agence internationale de l'énergie qui pense que d'ici à 2026, on va passer de 460 TWh, qui était la valeur en 2022, à 1000 TWh, donc 1 gigawattheure de consommation électrique pour l'IA et pour les centres de calcul, ce qui correspond à la consommation du Japon. On est en train de parler d'un pays en voie de développement là. Et il y a d'autres exemples. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, sauf peut-être sur ce cliché à votre droite, cette image où en fait, j'ai découvert ça en préparant ces slides, que Amazon et Google s'étaient mis ensemble pour financer des startups et des sociétés qui fabriquent des petits générateurs nucléaires pour pouvoir produire de la clean energy en utilisant des petits réacteurs nucléaires, notamment basés sur le thorium, qui pourraient alimenter des data centers et de manière autonome, donc qui ne seraient pas dépendants de l'alimentation électrique de la région ou etc. Quand des ennemis connus sur le domaine des services qu'on peut apporter à un marché dans le domaine de la numérisation s'associent pour régler un problème, c'est que généralement, il est compliqué de nier que ce problème existe. Et très clairement, l'administration Trump l'a compris. Et on le voit ici dans Le Monde, on le voit ici dans Le Figaro, euh, ici le MIT, pour ceux qui douteraient des news, des journaux. Et pourtant, on fait face à une espèce de greenwashing euh, de gens qui prétendent que dans le fond, ces outils qui utilisent l'IA et qui utilisent la numérisation ne consomment pas beaucoup, puis que c'est des choses qui sont, enfin, qu'il ne faut pas exagérer, que ce n'est pas très grave. Ce que moi, j'aurais tendance à appeler du négationnisme par rapport à la problématique énergétique sur l'IA et sur la numérisation, mais là on parle spécifiquement de l'IA, et une espèce de greenwashing sur ces outils qui d'ailleurs eux-mêmes le font. Et si vous prenez l'article en bas et que vous allez regarder, il est très intéressant parce qu'on voit que les moteurs d'IA sont alimentés avec des sources documentaires qui sous-estiment l'impact des énergies fossiles pour le climat. Par ailleurs, si on prend la Suisse, et je vous donne ici un exemple, enfin des données que j'ai récupérées il y a quelques semaines, pour lesquelles vous avez les références, bon c'est écrit tout petit, mais je voulais qu'elles soient à l'écran, mais si le document est distribué en PDF, vous pourrez cliquer dessus, où j'ai calculé le nombre de GPU. Les GPU, c'est ces processeurs particuliers qui sont nécessaires à faire des modèles de langage, des grands modèles de langage. Vous avez en gros les PFL, les PFZ, le super, le calcul, enfin, les ressources de calcul haute performance de l'Université de Genève
et le Centre suisse de calcul scientifique, le ALPS, le cluster ALPS, qui est notre super calculateur scientifique en Suisse. Vous avez le nombre de GPU sur chacun de ces sites. Si vous additionnez tout ça, vous arrivez à 5-6 000. Mettons, on en a à peu près, on en a probablement moins de 10 000 en Suisse. Et juste en dessous, vous avez pour Meta, Microsoft et Google le nombre de GPU H100 qu'ils ont acheté en 2024. Donc le H100, c'est l'avant-dernière génération des super processeurs de NVIDIA. Quand on dit ici, il y en a 345 pour le calculateur de l'Université de Genève. Moi, j'ai regardé quels étaient ces processeurs. C'est tout un tas de GPU. Il y en a des très anciens, il y en a des plus modernes. Il n'y a pas de H100. Ils sont tous plus vieux que des H100. Donc, on a des vieilles générations de processeurs. On en a moins de 10 000 pour la Suisse. Et on fait face à des gens qui, juste en 2024, en ont acheté plusieurs centaines de milliers. Et pour vous donner l'exemple de Meta, Meta a annoncé qu'à fin 2024, ils avaient 1 million de GPU dans leur centre de calcul. Donc, on ne joue pas dans la même ligue. Je ne pense pas que le supercalcul pour l'IA va être un problème énergétique en Suisse, parce que ce qu'on a, c'est tellement pas grand-chose que de toute façon, ben, c'est pas grand-chose. Mais il faut aussi prendre conscience du fait qu'avec ce qu'on a, on ne va pas faire des choses qui vont nous permettre de régater avec ce que peuvent faire les trois du bas. Je ne sais pas si c'est nécessaire de vouloir régater avec eux, mais c'est un peu David contre Goliath, sauf que c'est la réalité, ce n'est pas David qui gagne. Donc il ne faut pas se battre avec du muscle, il faut essayer de se battre avec de la cervelle, et donc pas prendre les voies de simplement répliquer ce que font les grands data centers ou les grandes boîtes qui ont des centaines de milliers de GPU en faisant des méga modèles, parce que sur ce terrain-là, on est perdant, on n'a pas besoin de courir. Voilà, et puis moi, j'aime bien l'intelligence humaine et basée sur le carbone. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a pu faire en utilisant de l'intelligence humaine à Genève à propos des données cliniques. Alors, je sors à peine du sujet, c'est juste pour vous montrer silicium contre carbone. On peut prendre toutes les données qu'on a dans un hôpital et on peut les balancer dans un modèle, puis appuyer sur un bouton, puis attendre que des trucs sortent. On peut aussi se dire, mais on sait beaucoup de choses. On connaît la médecine, les gens avec qui on travaille, les médecins, mais les étudiants, les étudiantes, les infirmiers, les infirmières, c'est des gens qui ont appris beaucoup de choses, qui savent beaucoup de choses, qui en plus éventuellement ont de l'expérience. Essayons d'exploiter ça pour mieux traiter ces données qui sont compliquées en clinique parce elles ont une forte temporalité. L'évolution dans le temps de ces données est très importante. Elles sont très hétérogènes en termes de sources parce qu'il y a des tas de gens qui créent ces données, qui les produisent, qui les acquièrent, qui les comprennent de manière hétérogène. Des systèmes informatiques hétérogènes aussi qu'il faut ramener un petit peu tous au même endroit. Elles sont éparses. Alors, éparse, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire en français proprement, sparse en anglais. Éparse, ça veut dire que c'est un petit peu comme un champ de blé où il y a des coquelicots. Et vous avez quelques coquelicots par-ci, par-là, puis à certains endroits, vous avez une sorte de petite accumulation de coquelicots. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de coquelicots dans le champ de blé. Et puis en médecine, c'est un peu la même chose. On a des endroits où il y a des petites accumulations de coquelicots parce que c'est les soins intensifs et on a une très forte densité de données. Et puis on a le reste de la médecine où il y a un peu des données par-ci, par-là. Et pour vous donner des chiffres, on a 480 000 entités attributs-valeurs dans nos bases de données. Et il n'y a aucun patient sur 1,7 million de patients qui a plus de 1000 variables documentées. Donc c'est 0,5% du total de ces entités attributs-valeurs. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous aviez une mammographie sur laquelle il y a 99% des pixels qui ont été enlevés.
ben, ça ne fait pas beaucoup de données sur une mammo. Et puis elles sont multimodales parce qu'il y a de l'image, il y a du texte, il y a du labo, il y a des catégories, il y a plein de choses. Et c'est compliqué de les réutiliser. Et la réalité, c'est que dans tous nos hôpitaux universitaires, mais dans tous nos systèmes de santé, y compris ceux qu'on regarde avec envie, comme le Danemark et la Suède, voire l'Angleterre, ben en fait, c'est compliqué de réutiliser les données. Il y a quelques tas qu'on arrive à utiliser, et puis la plupart, ben, ça demande beaucoup de travail de fabriquer des tas de données, des petits tas de données qu'on arrive à réutiliser. Et une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est qu'on fait de la modélisation sur nos données. Ça veut dire qu'on entre dans cet héritage rigide du silicium. On va dire, c'est quoi un patient? On va dire, ben, un patient, c'est le nom, le prénom, le numéro d'identité, le numéro de carte de l'assureur, la date de naissance, l'ethnie, enfin, que sais-je. On va énumérer une liste de propriétés qu'on va devoir documenter, puis on va dire, ça, c'est un patient. Et puis ça, c'est une prescription. Et puis ça, c'est un diagnostic. Et ça, c'est du laboratoire, etc., etc. Et puis quand on fait cette activité de modélisation, ben, on fait ce qui est sur le dessin de droite, on fait un choix sur ce qu'on décide qui est important et qu'il va falloir garder et stocker. Et vous avez une petite épine de sapin, puis vous voyez dessous, ben, on a décidé que dans le modèle, on aurait quelque chose qui représente ben, les petites tiges de l'épine de sapin, puis de l'autre, ben, les petites épines de la petite branche de sapin. Puis vous avez ben, un petit tas de petites branchettes, puis un petit tas d'épines, et puis on dit, ben voilà, l'épine de la branche de sapin, c'est ça. Mais vous voyez bien qu'il y a des tas de trucs qu'on perd entre l'image du haut et l'image du bas. Et puis là, c'est une image que j'ai, enfin, la plupart de ces images, je les ai empruntées à d'autres, mais celle-là, elle est tellement géniale que quand même je le cite, c'est Christophe Godet-Blavignac. Vous avez cette image en haut à gauche que vous reconnaîtrez tous. Cette image, c'est l'histoire, c'est notre histoire. C'est la vôtre, c'est la mienne, dans laquelle, dans tous nos épisodes de soins et de santé, ce sont des événements dans notre histoire. Et là, vous avez un moment, un événement de l'histoire de Blanche-Neige. Et cet événement, que vous reconnaissez tous dans cette image, on peut la transformer en un narratif qui peut être plus ou moins long. On décide de la longueur. Et quand vous passez de l'image à ce narratif, ben vous faites des choix. Blanche-Neige endormie, entourée des nains en deuil. On n'a pas mis le nombre, parce qu'il y a 7 nains dans l'histoire, mais il n'y en a que 6 sur l'image. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit un truc faux, on dit entouré des 6 petits nains, non, mais il y en a 7, oui, mais on n'en voit que 6, bon, on n'en parle pas. Donc, on peut décider d'omettre des informations dont on n'est pas capable de dire ce qu'il est convenable ou juste ou pertinent de dire. Et puis, on ne parle pas de qui porte un chapeau. On ne parle pas de la couleur des pantalons. On ne parle pas, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on omet. On fait un choix dans le narratif. Puis ce narratif, on peut le coder avec la classification internationale des maladies, la CIM-10, ce qu'on fait pour tous nos patients hospitalisés. Et vous avez tout à droite les 4 codes qui ont été codés par les experts du codage des HUG pour représenter le sens de ça. Et on peut comprendre comment est-ce qu'on va de l'image au narratif au code. Et vous devez aussi comprendre qu'on ne peut pas aller du code au narratif à l'image. Ce chemin qu'on fait, c'est un sens unique. On ne peut pas repartir vers l'arrière. Et ça aussi, ça doit nous enseigner qu'il y a des choses, notamment dans nos outils, quand on développe des outils d'IA pour faire de la prédiction, on ne peut pas s'appuyer sur les codes SIM10 pour faire de la prédiction, parce que ces codes SIM10, ils ont une telle perte d'informations qu'ils ouvrent un bien trop grand champ des possibles par rapport à ce qui pourrait avoir été l'événement original qui a généré ces codes. Donc, comment arriver à construire quelque chose qui ne perd pas le sens des données?
et qui non plus n'est pas un système pour retrouver le sens des données. Simplement, dès le départ, on essaie de ne pas le perdre. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui travaillent un peu partout à retrouver le sens des données qu'on a perdues en cours de route. Ben, autant ne pas le perdre. Et ça nous a fait développer une grammaire formelle descriptive. Et vous avez ici des exemples de ce qu'on peut représenter dans les données réelles, dans la temporalité, dans la négation ou dans les multisources terminologiques. Et si vous voyez l'exemple en bas, qui en gros pourrait représenter une décompensation respiratoire hypoxémique sévère due à un SARS-CoV-2 B1-617-2, et on peut représenter avec précision ce genre d'informations. Et pour faire ça, on a utilisé de l'intelligence humaine. Et ça va nous permettre aussi d'utiliser ensuite des systèmes qui sont des intelligences artificielles pour pouvoir faire des choses, mais en utilisant des modèles qui vont consommer beaucoup moins de données, qui vont consommer beaucoup moins d'énergie, tout simplement parce qu'ils vont partir d'informations qui sont beaucoup mieux représentées. Voilà, et puis ça, on l'a appliqué. Vous avez ici quelques chiffres. Sur 1,7 million de patients, on a, comme je vous l'ai dit avant, codé à peu près 80 000 entités variables. Et puis ça représente 12 milliards de mesures qui sont représentées dans ce système. Et on a 1,7 milliard de mots maintenant qui sont dedans aussi. Et j'en aurais terminé avec cet exemple et ma présentation. Et je me réjouis d'avoir une conversation avec vous.